Simplement activer ton micro, Christian. On ne t'entend pas. Christian, on ne t'entend pas, il faudrait t'activer ton micro. Je prends la relève, PY. Oui, allez, donc on va commencer. Serge, merci d'être là. Serge, tu pourrais me présenter. Je pense que la plupart des gens te connaissent pour être le directeur général, l'entraîneur-chef de l'Océanique. Me présenter un peu ton background, de où est-ce que tu viens, tout ça. Ben, je suis un gars de Québec. Je réside dans le bas du fleuve à Rimouski depuis bientôt une dizaine d'années. J'ai coaché dans le mineur, commencé à tombe 2A après mes années collégiales à Rivière-du-Loup, où j'ai joué pour la première vague des Albatros à l'époque, à la fin des années 80. J'ai coaché à Tome, puis oui, midget, et puis tranquillement, on est allé dans le midget 3 ensuite pour quelques saisons. Et puis maintenant dans le junior majeur. On t'entend pas, Mike. Pardon. Merci, Serge. Serge va faire notre tech aujourd'hui. On continue avec Alexis Loiseau. Alexis qui a joué pour les Albatros Midget 3. Alexis, raconte-nous un peu ton parcours. Dis-nous ce que tu es rendu maintenant. Bon, salut tout le monde. Moi, c'est ça, je suis un petit gars des îles de la Madeleine. J'ai été dans le bas du fleuve par la suite 4 ans à Montjoly pour Pee-Wee Bantam. Ensuite, 2 ans à Rivière-du-Loup avec les Albatros. Puis 4 ans avec l'Océanique, après ça, junior majeur. Par la suite, j'ai été aux États-Unis 2 ans, un peu dans l'East Coast, dans la Ligue américaine. Puis après ça, j'ai décidé d'aller en Europe. J'ai fait de l'Allemagne, le Danemark, la Slovaquie. Puis là, c'est ça, je suis de retour avec l'organisation de l'Océanique comme directeur du développement des joueurs. Puis je suis super content de ça. Merci, Alexis. Maintenant, on continue avec Jesse. Jesse est également un ancien des Albatros Midget 3. Jesse, tu peux nous présenter ton background et où est-ce que tu es rendu maintenant aussi? Good, merci Mike. Moi, ça a commencé aussi là, aux Albatros, l'édition 2011-2012, je crois. J'ai joué mon année là, puis ensuite, je n'avais pas été repêché là, durant mon 15 ans puis mon 16 ans. Fait que c'est suite à une invitation là, que j'ai réussi à percer l'alignement des Foreurs de Val-d'Or. J'ai joué là environ une saison et demie totale. Ensuite de ça, j'ai entrepris là, des cours à l'Université Concordia à Montréal. Puis, je voulais revenir dans le monde du hockey. Ça a toujours été ce que j'ai fait. Puis, c'est ce qui me passionne. J'ai été capable d'avoir une opportunité d'épisteur avec les Highlanders de Charlottetown pendant 2 saisons. Puis, il est venu un moment où je chantais que je voulais peut-être en faire un petit peu plus au terme d'aider les joueurs sur un plan peut-être plus personnel. Donc, j'ai eu l'occasion de faire le saut là, avec mon partenaire Charles Blédion avec Project Sports Agency, une agence là, que Charles a fondée il y a quelques saisons déjà. Mon son puis ma caméra, là. Je comprends pas. Ça marche, Chris. Ouais? Ah, cool. Yeah. Salut, Chris. Salut, Chris. Salut, les gars. Yay! Good. Ben, ce que je disais tantôt, c'est que... merci, Mike. Jesse est en train de te présenter, Chris. Pardon? La parole après. Ah, OK, good. Jesse, non, mais il n'y a pas de problème, c'était complet. Fait que dans le fond, c'est ma première année là, que je suis agi à titre d'agent auprès des joueurs. Puis j'adore ce que je fais présentement. Honnêtement, ça ne pourrait pas être mieux. Là. Je sens vraiment que je suis à ma place. Donc, c'est ça. C'est ma petite intro. Merci, Jesse. De retour à Christian. Yes. Ben, bonjour tout le monde. Tout d'abord, là, ce que je disais tantôt puis que vous ne m'entendiez pas, là, c'est que
Je saluais l'initiative là, de nos entraîneurs de la structure là, pour commencer, là, commençant par Mike, PY, Guillaume, Eric. Merci pour donner cette opportunité-là aux jeunes de notre région. Là. C'est vraiment apprécié. Puis merci à nos 3 invités, Serge, Alexis, Jesse. C'est vraiment très généreux de votre temps. Là, donc, merci beaucoup. Première question s'adresse à Serge. Quand vient le temps, là, on sait qu'on approche du repêchage, quand vient le temps de nous parler des compétences, des qualités recherchées au sein de votre organisation lors d'un repêchage, faire votre sélection, vous basez sur quoi? Une bonne question, Christian. Je te dirais que d'entrée de jeu, c'est évident qu'on a une bonne équipe de recruteurs qui sillonnent les arénas du midget 3 jusqu'à l'HPS. Trouver les meilleurs talents, c'est assez facile de voir les gars qui ressortent au niveau des habiletés individuelles, au niveau du patin, du hockey sense. Mais l'esprit de compétition pour nous autres est quelque chose qui est très, très important. Et puis, comment les individus vont se comporter aussi. On veut des bonnes personnes dans notre organisation. Donc, c'est vraiment je te dirais, les compétences et les qualités qu'on recherche le plus. Évidemment, on veut des bons joueurs de hockey, mais avant tout, on veut des bonnes personnes qui vont être des bons coéquipiers. Merci, Serge. Jesse, c'est quoi les valeurs les plus importantes là, pour recruter un athlète autre que le talent au sein de votre agence? C'est une très bonne question, Christian. Je pense que la première, là, c'est assez simple. Il faut que le jeune soit passionné. S'il fait son sport puis il n'est pas à 100% dedans, ben, d'avoir un agent ou d'avoir quelqu'un qui veut chercher à l'aider, c'est peut-être pas nécessairement nécessaire. Là. On veut s'assurer que nos jeunes sont passionnés dans ce qu'ils font, puis ça va se transmettre aussi dans leur désir d'apprendre. Nous, notre principal travail, je dirais, quand ils sont un petit peu plus jeunes, c'est d'essayer de leur donner certains conseils, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur la patinoire. Fait que si le jeune il est vraiment passionné par ce qu'il fait, ben, il va être ouvert à la critique, puis c'est toujours constructif, mais il va être ouvert à apprendre différentes choses. Donc, c'est sûr qu'il y a certains qui sont passionnés. Pour nous, c'est super important. Une autre qualité très importante, c'est d'être humble. Des fois, des jeunes, c'est tout à fait normal, là, ça fait partie de la maturité, mais ils peuvent penser qu'ils en sachent un petit peu plus qu'ils en pensent vraiment. Fait que quand tu es humble, ça te permet de vraiment être terre à terre. Puis, encore une fois, d'accepter tout commentaire qui peut être porté à son endroit. Puis, c'est toujours constructif. Nous, notre objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que le jeune est capable d'atteindre son plein potentiel. Puis, pour faire un portrait global d'un exemple côté valeur, puis il y a eu une belle nomination aujourd'hui, c'est Tristan Bérubé. C'est un joueur avec lequel que je travaille personnellement. Puis, il a été nommé finaliste pour joueur humanitaire au sein de la Ligue junior majeure du Québec. Puis, Tristan, c'est ça. C'est un exemple de passion, de résilience, d'humilité. Donc, je pense que pour les jeunes du Bas-Saint-Laurent, pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas ou ceux qui le connaissent, je pense que ça peut être un très bon modèle. Tristan a entrepris sa dernière saison cette année junior majeur, il avait 20 ans. Puis, des fois, parfois, il peut arriver que certains 20 ans savent que la fin s'en vienne, puis ils vont juste essayer d'avoir un peu plus de plaisir, puis être un petit peu moins disciplinés dans certains aspects de leur quotidien, mais c'est pas du tout le cas de Tristan. Tristan a des objectifs qui sont encore très réalistes en avant de lui, fait qu'il a pris les bouchées doubles encore cette saison, même s'il avait 20 ans. Puis il a été capable de prouver qu'il faisait partie de l'élite, là, encore une fois cette année. Est-ce que cette année, là, lorsque tu allais voir des parties, est-ce que tu as des exemples, sans nommer de nom, là, de jeunes qui, quoique talentueux, je pense qu'ils n'étaient pas tant passionnés? Est-ce que ça Assurément. Puis, c'est une situation qui peut être fâcheuse des fois parce que souvent, c'est des jeunes qui sont bourrés de talent. C'est sûr que s'il y avait cette passion-là puis cette éthique de travail-là, ben, ils pourraient se rendre à des endroits vraiment extraordinaires. C'est juste que des fois, ils ont peut-être un petit peu vu plus de facilité en étant plus jeunes, étant plus talentueux naturellement. Fait que l'éthique de travail n'est pas encore au rendez-vous. Par contre, je pense qu'à un certain âge, c'est quelque chose qui est toujours travaillable. Fait que c'est pas cause perdue, loin de là. Mais oui, que ce soit là, au niveau de bantam à aller jusqu'à junior majeur, même au niveau professionnel, des fois, là, tu vois là, la grosse différence souvent qu'on entend parler entre la Ligue nationale puis la Ligue américaine ou la East Coast. Des fois, tu as des joueurs super talentueux qui vont jouer dans le niveau inférieur juste parce qu'ils ne sont pas capables de faire tourner la petite switch à être un professionnel à 100%.
Mais oui, ça arrive à tous les niveaux. Puis des exemples, la liste pourrait être longue, mais il y a aussi des très bels exemples de personnes qui travaillent fort et qui réussissent bien aussi dans leur sport. Parfait, merci Jess. Alexis, quand tu es arrivé au niveau du Ninja 3 à 15 ans, là, est-ce que tu es capable d'identifier quelles étaient tes forces? Puis, sous question, là, sur quoi tu as dû travailler pour atteindre la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Oui, ben en fait, comme joueur de hockey, je pense que ma plus grande force, c'était certainement, quand tu me regardais jouer sur une glace, c'était mon sens du jeu, mon hockey sense. Par contre, en dehors de ça, comme pour poursuivre un peu ce que Jesse disait, je pense que ma passion pour le hockey, c'était vraiment ce qui me démarquait des autres. J'étais un gars qui voulait tout le temps en faire plus, qui voulait tout le temps en apprendre plus. Puis ça, je pense que c'est ce qui a réussi à me démarquer un peu dans le hockey. Parce que au-delà de ça, c'est sûr que pour arriver junior majeur, il y avait beaucoup de choses qui manquaient à ma game aussi, que ce soit la force physique, que ce soit mon coup de patin, mon lancer. Il y avait plein de choses que j'étais bon, mais sans être vraiment très bon. J'ai dû travailler beaucoup. Puis, mais c'est ça, ce qui m'a démarqué, je pense que c'est vraiment ma passion pour le hockey. Puis c'est ce qui a fait que je voulais tout le temps en faire plus, puis tout le temps être meilleur, puis tout le temps réussir à faire une différence dans ce que je faisais, puis à avoir un aspect positif sur le match. Pour vous avoir dirigé les deux, là, Jesse et Alexis, je peux vous dire que vous étiez des joueurs qui étaient très passionnés par la game. Puis surtout, moi, je crois que c'est une qualité qui est vraiment importante de nos jours, c'est vous étiez coachable. Je sais pas, Serge, si tu as le terme coachable, être coachable là, chez vous, c'est important, là, mais ces deux gars-là... C'est des... on veut travailler avec les joueurs. Tu sais, un entraîneur, ça veut travailler avec les joueurs. Peu importe le niveau, là, tous les niveaux, là, tout s'applique à chaque niveau, les mêmes principes, les mêmes interventions, les mêmes relations avec les joueurs sont là, les mêmes mécanismes de micro-société sont là. Puis d'avoir des gars qui sont réceptifs, tu sais, souvent, les jeunes arrivent dans le junior majeur, dans le midget 3A, c'est les meilleurs de leur région. Quand ils arrivent dans le junior majeur, ils ont toujours été un peu glorifiés, tu sais, puis mis sur un piédestal par leur entourage, par leur ville, souvent, leur patelin, les gens, parce que c'est des gens qui étaient talentueux puis qu'on les reconnaissait à ça. C'est une motivation qui peut être dangereuse de vouloir jouer au hockey seulement parce qu'on est bon. Il faut vouloir aller plus loin que ça. Il faut aimer l'esprit de la game. Il faut aimer la compétition qu'il y a dans la game. Parce que si un gars, j'ai un joueur l'année passée, Christian, qui m'a dit moi, je joue au hockey pour avoir du plaisir. Ça m'a laissé très perplexe. Parce que le hockey, c'est un jeu. T'sais. Si ton objectif, c'est d'avoir du plaisir, c'est que tu n'en as pas en le faisant. C'est pour moi là, d'être réceptif pour revenir à ta question. C'est quelque chose d'extrêmement important. Je veux savoir s'il peut nous aider à gagner, mais je veux savoir aussi si on peut l'aider à atteindre de nouveaux niveaux. Puis pour moi, ça, c'est très important. Merci Serge. La prochaine question est pour toi. Là. Je sais que vos dépisteurs là, voient beaucoup d'actions pendant la saison de hockey. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'intérêt pour vous de vous informer aux dirigeants des équipes, là, que ce soit Midget 3, Midget Espoir ou des équipes scolaires? C'est quoi l'intérêt de vous renseigner sur les joueurs que vous allez repêcher aux dirigeants de ces équipes-là? C'est ultra pertinent là, parce que nos dépisteurs, ils les épient de toutes les façons. Ils peuvent nous dire s'ils tournent à droite, s'ils tournent à gauche, s'ils ont un bon tir, s'ils ont des problèmes de patin, s'ils ont un problème de force, comment ça va se développer en vieillissant, etc. Mais nous autres, on veut aller plus loin. Il faut creuser, il faut parler. Je parle à tous les entraîneurs chaque année parce que pour moi, ça vient nous donner des informations qui sont pertinentes à savoir, es-tu coachable? On peut-tu l'encadrer? C'est un bon coéquipier? Est-ce qu'il est empathique envers ses coéquipiers? Est-ce qu'il veut être traité comme un roi dans son royaume ou est-ce qu'il est là pour aller au-devant des autres et les aider? C'est le deuxième type de joueur qu'on veut voir. Quand on a des joueurs talentueux, quand tu jouais, c'était la même chose. On voyait l'énergie, la drive dans ta game. On voyait cette passion-là. Puis quand ça habite un gars
talent, mais on veut travailler avec lui. Mais j'ai besoin de savoir, ce gars-là, y a-t-il un bon encadrement parental? Il est comment à l'école? Des fois, tu es un bon élève, tu apprends bien à l'école, tu fais de bons apprentissages pédagogiques. D'autres fois, tu as de la misère à l'école, mais tu bûches. Puis tu travailles tellement fort que tu arrives à obtenir les notes qui sont importantes. Écoute, on a besoin de tout savoir ces éléments-là. Est-ce qu'il y a des bonnes habitudes de vie à l'extérieur de la glace? Est-ce qu'il s'entraîne bien? Toutes les choses qui vont nous amener. Évidemment, on pose des questions sur le hockey aussi, mais ça vient juste un peu compléter la masse d'informations. J'ai des centaines et des centaines de rapports, tu le sais, hein, tu as été dépisteur-chef. On gère des centaines de rapports, on peut comparer les rapports, après on valide avec les entraîneurs, puis après on va même les rencontrer personnellement, les joueurs, pour voir si on peut communiquer ensemble, puis s'ils peuvent nous aider à avoir une meilleure équipe, puis si on peut les aider à atteindre le prochain niveau. Sans mentionner le nom, là, est-ce que ça a déjà arrivé pour vous là, d'être vraiment intéressé à un joueur, puis après les rapports là, versus leur équipe respective, là, vous avez pris la décision de ne pas les repêcher? Ben, il y a des gars qui sont très, très haut classés qu'on ne touchera pas avec une perche de 100 pieds. Parce que pour nous, c'est pas des bons coéquipiers, c'est pas des bons individus. Tu sais, si tes parents, ils t'encouragent dans ton sport, ils te laissent jouer ton sport, ils sont une écoute active, ils t'aident beaucoup. Pour moi, c'est très aidant. Mais si on a des gens autour d'eux qui contreviennent à ça, qui obligent les jeunes à jouer, à regarder des matchs après, qui leur font une 4e période, j'ai pas le goût de travailler avec des gens comme ça. Les jeunes sont blasés, sont désabusés, puis ils ne retirent plus de plaisir au sport qui est un sport magnifique. Donc, nous autres, on essaie d'avoir ces informations-là parce que nous autres, on recherche, comme vous autres d'ailleurs, des joueurs de passion, des gars qui vont vivre. Tu leur enlèves le hockey, puis c'est comme si tu les arrêtais de respirer. C'est ces gars-là qu'on veut. Merci Serge. Ça fait un lien là, avec la prochaine question de Jesse là, concernant la fameuse 4e période là, qu'on entend parler souvent. C'est quoi, Jesse, là, les conseils les plus fréquents que tu donnes aux joueurs que tu représentes, que ce soit après un match ou... Pour être honnête avec toi, Christian, tout ce qui est sur glace, oui, on donne certains conseils, mais on laisse ça énormément aussi aux entraîneurs. Chaque joueur qui travaille sous une structure ou par un coach, on ne cherche pas à lui apprendre à jouer dans les systèmes ou quoi que ce soit. Il doit suivre les directives de l'entraîneur. Nous, c'est beaucoup plus au niveau de l'attitude. Puis c'est là souvent aussi qu'ils en ont besoin à cet âge-là. Mais c'est drôle que tu me poses la question. Puis c'était le draft OHL la semaine passée ou il y a 2 semaines. Puis il y a le draft du Québec aussi qui va s'en venir au mois de juin. Mais j'avais un joueur qui était très, très, très anxieux face à où ce qu'il allait sortir, pourquoi, quelle ronde, qu'est-ce que les équipes pensaient. Puis, moi, personnellement, la façon dont je procède, je ne donne pas trop de détails nécessairement pour ne pas créer d'attente. Je veux que les jeunes permettent de vivre le repêchage comme il se doit. Puis, c'est une chose que je lui ai répétée souvent, puis que ce soit n'importe quel joueur aussi qu'on travaille pendant la saison avec, c'est contrôle ce que tu peux contrôler. Ça semble cliché beaucoup, puis on l'entend souvent, puis des fois, on l'entend tellement que ça perd un petit peu son importance. Mais quand tu focuses sur les détails que toi, tu es capable de contrôler, puis les choses à l'extérieur de ton monde externe, tu les laisses un peu, que ce soit aux autres, ou tu sais que tu n'as pas de contrôle dessus, bien, ça change énormément de choses parce que tu vas gaspiller beaucoup moins d'énergie à focuser sur des choses qu'au final, que tu ne sais même pas ce qui peut arriver. C'est pour ça que ça, on en parle énormément. Pendant une saison, tu le sens, il y a des jeunes qui se posent déjà des questions, que ce soit au Midget Espoir, tu as les 2 tournois où il y a beaucoup de dépisteurs qui viennent, au Challenge Midget 3, c'est des grosses vitrines. Puis des fois, les jeunes ils se posent énormément de questions, mais au final, c'est de contrôler ta préparation avant d'arriver là, contrôler ton jeu pendant que tu es là, puis le reste, qu'est-ce qui se passe alentour, tu peux pas rien faire. Fait que ça revient énormément. Focuser sur le présent aussi. C'est une autre chose qu'on entend souvent, mais qui est tellement vrai. Que ce soit pendant un match, tu as eu une mauvaise séquence, un mauvais chiffre, facile de voir les joueurs qui vont tomber un peu dans un film là, que j'appelle dans leur tête, là, qui vont se mettre à penser à cette séquence-là puis qui ne vivront plus dans les séquences qui s'en viennent. Fait que là, il ne sera plus aussi efficace qu'il pourrait l'être. Faire confiance au processus, c'est une autre chose. Là. Ça fait encore partie de contrôler ce que tu peux, là, mais pas trop se projeter dans l'avenir. C'est le fun de le faire quand tu as des objectifs que tu veux atteindre, mais c'est important aussi de faire confiance à si tu mets les efforts, si tu fais les bonnes choses, du positif va arriver. Là. Puis de ne pas toujours se questionner sur ce que je fais est bien, ce que je fais est mal. Mais je dirais que ça tourne beaucoup, beaucoup alentour de ça. Là. Puis encore une fois, je le répète parce que c'est des choses qu'on entend énormément, que ce soit des fois par des coachs, par des profs, par des parents.
Mais c'est juste la vérité. C'est souvent ce qui est simple et à l'essentiel qui est le plus concret et qui est le plus réel, mais focuser sur ta personne, sur ce que tu peux changer, ce que tu peux travailler, c'est ça qui va te permettre d'atteindre à ton plus grand niveau, de notre perception du moins. Merci, Jesse, pour ta réponse. Alexis, on sait que tu viens depuis peu, là, tu as pris ta retraite du hockey, tu as atteint toujours des niveaux supérieurs grâce à tes qualités, non seulement en tant que personne, mais en tant que joueur. Mais si je te ramène là, à ton repêchage, le premier repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'était quoi tes attentes que tu avais lorsque tu t'es pointé au repêchage, toi? Ben, c'est sûr que tu te présentes à un repêchage, tu veux être repêché. Je pense pas qu'il y a personne qui se pointe là et qui n'a pas envie d'être repêché. Ça, c'est la première des choses. Moi, dans mon temps, c'était les joueurs de 15 ans pouvaient se faire repêcher pendant les 5 premières rondes. Puis je me souviens, j'avais été repêché en fin de 5e ronde. Puis tu sais, t'es nerveux. Mais en même temps, c'est comme Jesse disait, c'est une façon de voir ça, le repêchage. Tout ce que ça fait, c'est ça te donne une petite claque dans le dos pour te dire continue, ça va, tu fais bien ça. Ou sinon, j'en connais plein des gars que, tu sais, comme cette année-là, mon chum Chris Clapperton n'avait pas été repêché. Puis lui, la façon qu'il a vu ça, ça a été la plus grosse motivation. Puis l'année d'après, il a été exceptionnel. Puis après ça, il a connu une carrière junior vraiment fantastique. Fait que, tu sais, c'est la manière que tu réagis avec ça, justement, que tu sois repêché en première ronde, en 5e ronde, en 10e ronde, que tu sois invité, peu importe. C'est où tu vas à partir de là. Le repêchage, c'est loin d'être une finalité. C'est juste, dans le fond, c'est un peu pour l'ego. Tu te pointes là, tu n'es pas repêché, tu trouves ça plate une journée ou deux, mais tu mets tes bottes de travail après ça, puis c'est à toi de prouver à tout le monde qu'il aurait dû te repêcher ou que ça finit pas là. Tu as des chances après. Là. C'est ce que tu fais après ton repêchage jusqu'au camp junior qui va te permettre d'atteindre les plus hauts niveaux. Exact. Prochaine question, tant pour Serge. Serge, tu es reconnu là, à travers la Ligue de hockey junior majeur du Québec comme étant un des meilleurs entraîneurs. Quand on parle de toi, que ce soit tes anciens joueurs ou tes joueurs actuels, il y a un mot qui revient souvent. C'est Serge est un entraîneur exigeant. Est-ce que tu pourrais nous traduire, là, c'est quoi tes exigences, là, que ce soit individuellement ou que ce soit collectivement là, envers les joueurs de ton équipe? Ouais, c'est très gentil. Là. Je pense pas être le meilleur entraîneur du circuit, mais je pense être un gars qui ne s'assied pas sur ses lauriers. Puis c'est un peu l'esprit de notre sport aussi. Alors, on a des hauts niveaux de compétition, puis en tant qu'entraîneur, je pense qu'il faut se définir par ce fait même avec le niveau de compétition qu'on a. Comment on procède? Oui, je suis exigeant, mais en même temps, oui et non. Je te dirais, on prend des jeunes de 15, de 16 ans, on les amène jusqu'à 20. Alexis Loiseau, à 17 ans, c'était pas le même gars qu'à 20. Là. Et puis, on les voit là, progresser là-dedans, puis c'est une grande source de fierté. Puis tu sais quoi, Christian? Souvent, ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe durant leur stage junior. Ça finit. Puis 2, 3 ans après, ils te contactent et disent hey, là, je comprends ce que tu me disais. J'ai vu Alex Belzile venir à notre camp 2, 3 années de suite. Puis je lui reprochais beaucoup. Puis Alexis Loiseau est là pour en témoigner. Je lui reprochais. C'est un gars avec beaucoup de talent, très, très compétiteur, Alex Belzile. Mais sa gestion de la rondelle, c'était une machine à turnover. C'était revirement sur revirement. Et puis, la première chose qu'il a dit au gars, écoute-le, la gestion de rondelle, c'est important, tu te retrouves dans East Coast sinon. Puis, tu sais, mais à quoi je vais faire un lien avec ce que Jesse disait, puis ce qu'il disait, là, j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est comme ça qu'on travaille, nous autres. On travaille beaucoup sur, oui, les aspects physiques, les aspects techniques, les aspects de tactique individuelle sur la glace, mais l'aspect mental est souvent laissé de côté et c'est un point qui est extrêmement important pour atteindre les plus hauts niveaux. Tu sais, il parlait d'être dans le présent. C'est ce qu'on demande à nos joueurs, d'agir en professionnel, d'arriver à l'entraînement, pas embarquer sur le rond en se disant « OK, je m'en vais shooter des pucks, puis je vais me regarder dans les baies vitrées ». Il faut que tu aies des objectifs personnels pour l'entraînement que tu vas
avoir. Il faut que tu te prépares de la même façon que pour un match. Il faut que tu arrives dans des situations critiques où tu vas être capable de clutcher et de jouer le meilleur hockey possible. Puis ça ne se fait pas en se demandant où tu vas être repêché au draft. Ça se fait pas en se demandant comment j'ai amené de points au compteur aujourd'hui. C'est de se concentrer sur le présent, de s'appliquer à faire ce qu'on a à faire comme si c'était la chose la plus importante dans notre vie. Puis, ça amène des performances extraordinaires. Puis, les points sont au compteur à la fin. L'utilité pour ton équipe est là à la fin. Puis là, tu regardes le tableau, puis tu vois que tu as gagné tes matchs parce que tu t'es arraché le cœur. C'est des exigences qui sont pas négociables pour moi. Puis, ben, je suis là pour encourager les gars. Je vais être très, très motivateur quand c'est l'heure de le faire, Christian. Mais en bout de ligne, là, ça prend des jeunes qui veulent dépasser leurs limites, qui veulent atteindre les plus hauts niveaux, puis qui veulent être capables de passer dans de la gravelle, puis d'être capable de s'en sortir, de compétitionner, de jamais arrêter, puis d'être avant toute chose altruiste, d'être des gens pour qui leur coéquipier est la chose la plus importante. C'est avec ça qu'on fait des équipes championnes, puis c'est avec ça qu'on arrive à aller plus loin. Les gars qui rentrent dans le vestiaire, puis qui veulent qu'on les applaudisse, puis qu'on les vénère, ça ne fait pas des grands joueurs de hockey, puis ça ne fait pas des équipes gagnantes. Les gens n'aiment pas tout le temps ça, se faire dire ça, par exemple. Des fois, elle est moins jeune. Prochaine question pour Jessie. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez les jeunes que tu scrutes là, parmi tes visites à l'aréna pendant la saison de hockey? Je dirais que ça s'applique autant à mes années quand j'étais dépisteur qu'aujourd'hui dans ce que je fais. Moi, c'est un peu comme Alexis. En fait, comme Alexis était capable de jouer, là, la première chose qui me fascine, moi, je suis un joueur de hockey, c'est vraiment sa vision du jeu. Je trouve que c'est pratiquement de l'art, là, des fois à mes yeux, là, voir des joueurs qui sont capables de setuper des séquences ou de voir des choses un peu qui peuvent se prévoir dans le futur étant donné leur bonne vision de jeu. Moi, le hockey sense est très primordial. On ne se fera pas de cachette non plus. Aujourd'hui, le hockey est extrêmement rapide. Donc, le patin, c'est une chose qui, oui, je regarde beaucoup et qui me saute aux yeux. Ceci étant dit, il y a des jeunes qui, des fois, à 15-16 ans, leur patin est vraiment pas au niveau qu'il peut le devenir. Fait que c'est quelque chose qui est travaillable. Fait que ça, c'est pas une chose que si un jeune qui écoute présentement, qui se dit, c'est une de mes faiblesses, je l'entends souvent parler, c'est pas grave. Tu as encore beaucoup de place à amélioration. Mais je dirais que le sens du jeu, la vitesse, puis à mes années recruteurs, puis il fallait que je fasse attention à ne pas tomber dans ce pattern-là, mais le compete level qu'on appelle, des joueurs qui compétitionnent, pour moi, c'est extrêmement important. Dans ma première année d'épisteur, j'étais chanceux à Charlottetown, j'étais parti d'un staff où j'avais un certain pouvoir, puis ce que je disais était quand même écouté, même si je commençais. Puis il y a des joueurs qui, justement, étaient classés là, par la centrale comme étant des choix provenant du top 10. Puis un peu comme Serge a dit tantôt, moi, c'était des joueurs que j'avais vu jouer souvent. Puis le niveau de compétition était, en termes de recruteurs, était à -1 sur 5. Vraiment, c'était abominable. Puis j'avais dit, moi, à l'équipe de recruteurs, si j'avais un 1X à mettre ou un joueur à ne pas prendre, et même si son talent était indéniable, ça serait ce joueur-là. Puis au final, je lui espère quand même juste du succès puis que les choses puissent se replacer. Mais quand je pense à ce joueur-là, présentement, qui était beaucoup de talent, ça fonctionne vraiment plus ou moins bien là, au niveau du junior. Puis je pense que la raison est toujours la même. Donc, le hockey sense, le patin, c'est des choses que vraiment pour le joueur de hockey sont des choses que je regarde beaucoup. Mais après ça, une chose qui est contrôlable, c'est ton niveau de compétition. Puis je pense que c'est extrêmement important. Merci, Jess. Alexis, on en a parlé un peu tantôt. Tu étais non seulement un joueur apprécié de tes coéquipiers, mais surtout apprécié de tes entraîneurs. Pourquoi tu penses? Premièrement, au hockey, comme dans la vie, je pense que ça soit avec tes coéquipiers, tes coachs, être une bonne personne, c'est payant. Puis je veux dire, peu importe que tu sois, comme si je prends l'exemple de moi à 17 ans où je jouais pas beaucoup, puis j'avais des responsabilités beaucoup plus, des moins grosses responsabilités que comparativement à 20 ans. C'est pas une raison pour te penser plus gros que personne dans l'équipe, ou c'est pas une raison pour prendre quelqu'un d'autre ou pour dire les recrues, tassez-vous, jouez pas, peu importe. Puis ça, je pense que c'est une chose qui est appréciée par tout le monde, tes coéquipiers, puis c'est ça qui fait justement que tu as des équipes qui sont capables d'aller jusqu'au bout, puis que tout le monde est capable d'apporter son
son apport. Puis c'est ça qui fait justement que tu as des équipes gagnantes. Puis par rapport au coach, j'ai tout le temps été un gars qui je pense qui était respectueux, puis que oui, ça m'arrivait de ne pas être d'accord avec certaines choses. Puis ça, je pense que c'est correct, sauf qu'en même temps, les coachs sont là pour une chose, c'est le succès de l'équipe, puis ça devrait être la même chose pour tous les joueurs. Fait que je pense que c'est les raisons pourquoi que j'ai été apprécié de mes coachs. Puis malgré le fait que j'étais un joueur surtout offensif, j'essayais plus souvent qu'autrement d'être responsable, puis d'être un gars qui pouvait être utilisé dans toutes les situations de jeu, puis que mon coach avait confiance en moi, il n'avait pas peur de m'envoyer faire la glace en fin de match ou peu importe. Effectivement, quand moi je t'ai dirigé, là, selon moi, tu étais le joueur avec le plus de temps de glace parce que surtout, tu écoutais les consignes. Puis quand on faisait les ajustements, que ce soit entre les périodes ou lors du match, le match était en cours, ben, tu étais un des joueurs qui s'ajustait le mieux. Donc, ça te permettait d'avoir plus de temps de glace. En tout cas, de ma part à moi. Toi, Jess, pourquoi tu penses que tes entraîneurs t'appréciaient? Honnêtement, à ce niveau-là, ce ne sera pas la même chose qu'Alexis. C'était sûrement pas à cause de mon apport offensif. J'étais un petit peu limité à ce niveau-là quand j'étais joueur, mais je pense que mon éthique de travail, ma discipline, puis mon désir vraiment de gagner là, était, je pense, un petit peu, sans dire au-dessus de la moyenne. Là, je voulais vraiment compétitionner à chaque présence. Puis ça pouvait justement un peu compenser par mon manque de talent naturel. Que ce soit une bagarre 1 contre 1, un 12 puck, un block shot. C'était tout le temps team first là, dans ma tête, puis j'allais faire ce que ça prenait pour gagner. Puis, Alexis, je lève mon chapeau pour l'organisation de l'Océanique. Il était capable de gagner le trophée, le dernier trophée à la fin de la saison dans sa ligue. Puis, moi, ça a été au niveau midget d'espoir, dans la structure aussi des Albatros, dans le temps que c'était à Montgélier, on avait un club qui était vraiment pas au niveau que certains pouvaient être, mais on s'est tous ralliés, puis c'était notre désir de gagner qui avait fait la différence. Fait que je pense qu'au niveau des coachs, c'était beaucoup, c'est ça, on en reparlait un petit peu tantôt, mais j'étais très coachable. Au niveau de mes coéquipiers, il faudrait revoir avec certains. Je me rappelle au junior majeur, là, mon coach m'avait dit, c'était Marc-André Dumont quand j'étais rentré, puis il m'avait dit tu pratiques comme tu joues. Fait que moi, je finissais mes mises en échec dans les pratiques, j'étais très hard sur le puck, puis je peux garantir qu'il y avait certains 19-20 ans qui n'aimaient pas trop ça m'avoir sur le forecheck quand on pratiquait du piqué. Là. Fait que, mais au niveau des autres, je pense qu'eux autres aussi diraient la même chose. Je voulais vraiment gagner, puis c'était tout le temps l'équipe en premier. J'ai eu des séquences quand je suis arrivé junior que je me faisais soit rayer de l'alignement ou que j'avais un peu moins de temps de glace ou beaucoup moins de temps de glace. Puis j'ai jamais fait de scène. J'ai jamais commencé à vouloir claquer d'un casier ou d'un bureau, de démontrer mon mécontentement aux gars. Là. Je pensais tout le temps à l'équipe en premier. Ça serait mon éthique de travail puis mon team first mentality là, qui faisait la différence, je pense, à ce niveau-là. Oui, effectivement. Ton éthique de travail, ton courage, ta détermination aussi. J'ai une anecdote sur Jesse pour les jeunes là, qui nous écoutent aujourd'hui. Là, je pense que c'était après ton année Bantam, après le camp d'entraînement. Ça devait être quelque part au mois de mai. J'étais à l'Arena, puis il fallait que je m'en aille au collège. Puis ceux qui connaissent un peu Rivière-du-Loup, là, la Côte-Saint-Pierre est quand même assez à pic. Puis il y avait des pluies diluviennes. Puis j'ai vu une silhouette qui montait, qui faisait du jogging dans la Côte-Saint-Pierre. Puis je me suis dit, c'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui... C'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui soit là en train de s'entraîner. C'est quelqu'un qui est mal pris, puis il faut que je l'aide. Quand je suis arrivé à côté, c'était Jesse. Puis je l'ai klaxonné, puis j'ai fait salut, puis il m'a regardé avec l'œil du tigre. Puis je suis pas sûr qu'il m'a fait bonjour, là, mais c'est une anecdote que je vais toujours me souvenir, Jess, de toi. Là. Ta force de caractère était vraiment au-dessus de la moyenne. Merci, c'est gentil. Serge, le repêchage arrive, là. Je sais que tu t'impliques beaucoup. Au niveau du repêchage, là, je t'ai vu souvent ici au collège venir rencontrer les jeunes joueurs, là, que ce soit Midget 3, Midget Espoir. C'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'impliques tant? Pourquoi tu veux connaître les jeunes là, à ce niveau-là?
Ouais, tu sais, j'ai une double fonction sur directeur général puis entraîneur. Mais entraîneur, tu sais ce que c'est? C'est 60 heures semaine. Je vois pas les matchs midget 3, très peu au challenge. Puis ça s'arrête là pas mal. Et puis je te dirais que de pouvoir les rencontrer après avoir validé les informations qu'on a avec les entraîneurs, pour moi, c'est crucial. Ça va être un peu plus difficile cette année de les rencontrer de vive voix. J'espère que ça va se tasser. Mais bon, on trouvera un moyen pour le faire parce que pour moi, il y a des gars dans notre alignement actuel que j'aurais pas pris puis que j'ai pris parce que je les ai rencontrés. Anthony Damour, si je ne l'avais pas rencontré, je ne l'aurais pas pris. Quand je l'ai rencontré, j'ai dit, lui, c'est un vrai, je veux travailler avec. Ah, peut-être qu'il n'a pas les pieds assez vite, peut-être que si, peut-être que ça. Pas grave, ça. J'ai une attitude avec qui je sais que je peux grandir, puis faire grandir l'équipe. Et puis 3 ans plus tard, on sait qu'on ne s'est pas trompé. On avait seulement un choix de 2 autour du 30e. On l'a pris 22, 23e. Il a fallu donner un choix de 2 de plus pour aller le chercher. Mais l'entrevue qu'on a eue avec ce gars-là, pour moi, c'était révélateur d'un jeune qui prend soin des autres, qui est un grand frère, qui est empathique, qui veut gagner, qui veut travailler en fonction de l'équipe. Puis il est fort comme un cheval. Fait qu'on partait d'une. Puis il y avait un talent de base qui était très solide aussi. Donc, pour moi, c'était très important. Puis ça a juste confirmé ce qu'on m'avait dit sur lui, que c'était un gars qui était un gars d'équipe qui compétitionnait puis qui avait besoin d'être challengé. Et puis, on parlait de contrôle tout à l'heure. Je pense que c'est un gars qui est très réceptif à ce qu'on lui dit au niveau mental, qui met jamais ses propres intérêts en avant des autres. Il est là pour aider. Cette année, on est allé chercher 2 autres défenseurs alors qu'il jouait sur le premier pairing avec Béliveau. Il s'est retrouvé sur le 3e pairing. Son temps de glace a passé de 25 minutes à peut-être 17, 18. Il a continué de jouer comme un général, comme un gars d'équipe. Et puis, c'est ce genre de joueur-là qu'on va avoir chez nous. C'est pas juste une question de points, c'est une question d'attitude, c'est une question de mentalité, c'est une question de coachability. Puis, que les gars soient coachables, comme tu le disais, c'est vraiment crucial d'avoir Je veux avoir un jeune qui rentre à 16-17 ans, puis voir le gros d'amour qui va le prendre sous son aile, qui va s'assurer que tout va bien aller avec lui, là. Puis qu'il n'y a personne qui va abuser de lui, puis qu'il va prendre soin de lui. C'est ce que je voudrais pour mes enfants, puis c'est ce qu'il fait pour nos jeunes. C'est un peu l'exemple là, qui corrobore le fait que de rencontrer ces jeunes-là de visu. Je veux voir s'ils sont capables de se mettre un pied devant l'autre aussi. Sont-ils capables de faire un spag? Comment ça se fait, hein, du lavage? Hey, je demandais une année, Christian, spaghetti, comment ça se fait? Là, les gars, ils riaient, puis après ça, ils se passaient la question, c'était bien sûr. Mais là, 2 ans, là, j'avais un gars de première ronde qui était chez nous, dans une des plus belles pensions à Rimouski, mais il n'était pas capable de faire chauffer de l'eau puis mettre ses pâtes. Il fallait qu'il appelle son billet qui appelle son gars de pension qui vient lui faire chauffer de l'eau. J'ai dit non, je veux pas ça dans notre équipe. Je veux des gars qui sont débrouillards, qui vont trouver des solutions, qui vont être prêts à faire ce qu'il faut. Puis je pense que les rencontres sont vraiment importantes. Très intéressant, merci. Prochaine question là, à Jesse. C'est qui, Jesse, quel coéquipier là, avec qui tu as joué, qui t'a le plus impressionné dans ta carrière, puis pourquoi? Je dirais, point de vue talent, j'ai pas le choix de nommer Anthony Mata, là, des Foreurs de Val-d'Or. J'ai eu le temps de le côtoyer là, 2 saisons, puis son talent, je pense qu'il était vraiment une classe à part. Puis aujourd'hui, il quand même connaît beaucoup de succès avec les Red Wings de Détroit. Là. Mais en frais de talent et personnalité et désir de vaincre et de gagner, moi, il y a 2 joueurs qui me viennent en tête. Le premier est aussi, là, c'est pas un joueur qui est connu, mais que j'ai joué avec lui à Val-d'Or, là, c'était Samuel Henley, qui avait été capitaine là, la 2e année là, quand ils ont gagné la Coupe du Président. Honnêtement, c'était une personne, moi, quand j'ai fait mon arrivée à Val-d'Or, c'était une transition qui était quand même facile parce que je voulais être là-bas, puis je venais de Rivière-du-Loup, j'étais un gars de région, puis j'étais bien. Mais les frères Henley, que ce soit Cédric et Sam, ils ont tellement bien pris soin de moi. J'ai tout de suite senti que je ne faisais pas juste partie de la famille des Foreurs, mais je faisais partie de leur famille. Ils m'ont invité à manger chez eux. Puis c'est des choses que tu t'en rends pas compte tout le temps quand tu as cet âge-là, mais avec du recul, ça l'a rendu tout tellement plus facile d'avoir ces 2-là autour de moi. Puis Sam, au final, est un joueur de hockey extraordinaire. Puis il est un leader exemplaire, que ce soit dans la communauté. Puis c'est pas tout le monde qui a la chance de le vivre, mais de jouer de chez toi, de où ce que tu viens, puis d'être un capitaine. C'est Alexis l'a vécu aussi un peu. C'est une charge de pression incroyable. C'est pas la Ligue nationale, mais il y a une charge de pression qui est considérable. Puis de faire face à la musique, puis de redonner. Puis quand ça va mal,
ne ferai pas de cachette que Sam était un des premiers aussi, des fois, à manger un peu, on va se le dire, le moins beau, disons. Puis honnêtement, j'ai que du respect pour lui. Puis sinon, on a effleuré un petit peu le nom tantôt. C'est Christopher Clapperton. Ça, c'est un joueur qui a tout le temps déjoué les pronostics, que ce soit justement pas drafté à 15 ans, drafté à 16 ans, tout ça, rentrer à l'Armada. C'est certaines personnes qui vont avoir des points d'interrogation de faire la transition. Il a été dominant tout de suite en partant, puis à chaque niveau, partout ce qu'il a passé, il a été capable de gagner, que ce soit une coupe avec l'Océanique, après ça avec l'Université du Nouveau-Brunswick, plusieurs championnats. Puis je suis persuadé que s'il continue à pousser dans la même veine qu'il fait présentement, un jour, il va avoir sa chance, là, que ce soit là, au prochain niveau. Présentement, il faisait super bien cette année dans la Ligue américaine. Là. Mais je pense que ces deux joueurs, pour moi, le package là, était vraiment là, incroyable. Ta part, Alexis? Moi, comme meilleur coéquipier que j'ai eu, un gars que j'ai pris beaucoup d'exemples sur lui et qui m'a beaucoup aidé à mon arrivée junior major, c'est Alex Belzile. On en a parlé tantôt aussi, mais ce gars-là, tu sais, que tu aies 16, 17 ans ou 19, 20 ans, lui, il avait 20 ans dans le temps, mais il prenait tout le monde sous son aile, puis il s'assurait que tout le monde soit bien, puis il s'assurait que... Moi, j'étais un gars qui prenait pas beaucoup de place, encore moins quand je suis arrivé à 17 ans dans une équipe junior majeure. Fait que ce gars-là m'a beaucoup aidé, puis c'est niaiseux, mais des petits exemples comme tu joues pas beaucoup, puis tu as l'impression que ton hockey va moins bien. Mais lui, aussitôt que j'avais une game que ça allait un peu mieux ou un chiffre que ça allait bien, mais il venait me voir, il m'en parlait, il me rappelait pourquoi que j'avais du succès, des affaires comme ça. Puis ça, c'est un gars qui a vraiment facilité mon intégration à la GMQ. Puis en plus de ça, comme Serge disait, c'est un gars qui, oui, il a du talent, mais c'est un exemple de détermination incroyable. Puis c'est un gars qui a la passion du hockey vraiment au plus haut niveau que j'ai vu. C'est vraiment impressionnant de sa part. Puis c'est pour ça que c'est un gars que j'ai essayé de beaucoup copier dans les années après avoir joué avec. Puis sinon, le meilleur joueur de hockey, j'ai eu la chance de participer au camp des Oilers d'Edmonton la même année que Connor McDavid était là. Fait que c'est une réponse assez facile, mais c'était assez impressionnant de le voir à son premier camp de la Ligue nationale, puis être aussi bon qu'il était. Puis c'est ça, c'est des beaux souvenirs. C'est Alex. De l'œil du coach, c'est qui, Serge, qui t'a le plus impressionné? Et pourquoi? Oh, j'ai une longue liste de questions, je te dirais. Là, de mes années midget 3, je te dirais David Savard, qui joue du gros hockey encore dans la Ligue nationale. C'était un individu là, qui était tellement rassembleur là, dans la chambre. J'ai jamais vu un glue guy comme ça. C'était incroyable. On a parlé d'Alex Belzile. Alexis Loiseau était notre capitaine lors de la Coupe. Je ne lancerai pas de fleurs. Là. Il y en a déjà en masse. Je dirais que c'est un coéquipier, c'est un excellent joueur de hockey, mais surtout un coéquipier hors norme. Puis d'avoir des gars comme ça qui... tu sais, Lafrenière, c'est vraiment le joueur de talent que j'ai coaché qui avait le plus de facilité sur la glace. Mais je te dirais que je retiens beaucoup des gars comme Belzile, comme Savard, comme Loiseau, des gars comme Damour, comme Wallet chez nous, comme Ellis, comme Zavgorodny, qui ressemble beaucoup à Loiseau dans sa façon de jouer, autant au niveau du coup de patin que de son analyse de la game, puis de sa façon de glisser sur la patinoire. C'est des gars qui mangent du hockey, qui carburent au hockey, puis qui veulent faire la différence. Fait que c'est des joueurs qui ont le fun, puis ultimement, là, on parle même pas de points, de championnat, etc. C'est ces liens-là qu'on veut qu'ils perdurent. Là. Regarde, Alexis est revenu travailler dans l'organisation. On a des contacts avec plein d'anciens qui seraient emballés de travailler avec nous aussi. Puis je te dirais que c'est ça qu'on veut dans les faits, c'est les relations avec les gens qui restent en bout de ligne. Puis si je te demandais quel joueur le plus courageux que tu as eu à diriger, tu dirais? Le plus courageux? Ouais. Écoute, j'en ai eu plusieurs. On parlait de Clapperton tout à l'heure. Il y a eu toutes sortes. Il jouait à 6 et 2. Puis quoi, Clappy, il faisait 5 et 8, 5 et 9. Et il frappait tout ce qui bougeait. Il compétitionnait. J'ai vu beaucoup de gars qui... comment il s'appelait, le gars, quand tu es rentré la première année? Écoute, il s'est fait casser des doigts. Pierre-Luc...
Pelletier, c'était loin d'être un dieu, ça, là. Casey Babineau était capable de bloquer 3 tirs sur 3 tirs de suite. Il s'en relevait, il leur bloquait. Puis il y en a d'autres, ils bloquent un tir, c'est comme s'il y avait une fracture ouverte. Non, des gars qui payent le prix, qui sont capables de jouer même avec des bobos, qui vont faire abstraction de tout ça, qui vont donner le maximum. On a une affiche dans notre vestiaire tout le temps qui est permanente qui dit Ice Bag Available. Ça veut dire, si vous avez des petits bobos à fin d'un match, si vous jouez comme Christian Caron, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Super. On parlait d'Alexis tantôt, là. J'aimerais ça, puis vous avez gagné la Coupe du Président ensemble, participé à la Coupe Memorial. Quel a été son impact, Alexis, là, durant cette conquête-là? On parlait de sa passion, de son hockey sense tout à l'heure, puis son désir d'en faire plus. J'achète ça à 100%, là, mais moi, ce qui se transcende tout ça, ce que je retiens le plus d'Alexis Loiseau, là, c'est son calme, sa confiance. C'est un gars qui fait toujours les choses de la bonne façon. On parlait tout à l'heure avec Jesse là, de contrôle, puis de focaliser sur les choses dont on a une emprise. Et puis, Alexis, c'est ça, il fait les choses de la bonne manière. Fait que quand la game devient stressante, quand la game est à bord, il sait exactement ce qu'il a à faire. Pourquoi? Parce qu'il l'a appliqué, il sait comment se préparer, il ne changera pas ses habitudes, parce que c'est un match qui est plus important. On veut le même joueur de hockey, on veut juste qu'il continue d'élever son jeu d'un cran dans les situations stressantes. Il faut, tu sais, les jeunes qui sont un peu... C'est un réflexe normal d'être nerveux avant un gros match dans la série, là. C'est l'adrénaline qui monte dans ton corps. C'est une réaction chimique qui est juste normale. Il faut juste l'accompagner un chiffre ou deux, puis pour que c'est parti ensuite. C'est la même chose avec le draft. C'est pas quelque chose qu'on contrôle. On a donné le maximum de ce qu'on a. Tout ce qu'on a à faire à partir de là, c'est de faire confiance au destin, puis laisser les choses aller. Après ça, tu sois repêché en premier. Michael Joly était repêché quoi, Alexis? 9, 10e ronde chez nous. Puis il a connu des saisons de 45 goals chez nous, puis il a marqué le but qui nous a donné la victoire en deuxième prolongation. Mais c'était pas écrit en arrière, 10e ronde, c'était écrit Joly. Puis il est parti avec son petit bonheur, il a commencé à jouer du hockey, puis il a dit, regarde, je vais leur montrer qu'il n'aurait pas dû lever le nez sur nous autres. C'est cette attitude-là qu'on veut voir, parce que le hockey, c'est quoi, ultimement? C'est des combats 1 contre 1, tu gagnes ça dans le coin, la puck n'est pas dans le goal, là. La puck n'est pas dans le filet, il faut encore battre l'adversaire, puis rivaliser d'intensité pour mettre le puck dans le net. C'est la nature de notre game. Puis si tu ne comprends pas qu'il faut tout le temps que tu ailles plus loin dans ta compétition, dans ton niveau de compétition, jouer à d'autres choses. Parce que c'est un méchant beau sport, mais c'est un sport qui révèle toute la nature de la vie. T'sais. C'est de la compatibilité d'un bout à l'autre des 200 pieds. Puis c'est magnifique. Puis c'est le fun de faire du hockey avec des jeunes qui comprennent l'essence de notre sport. Pour enchérir là, sur Alexis, les jeunes là, qui sont là à l'écoute, là, quand on regardait plutôt Alexis jouer, là, c'était pas un joueur qui était électrisant, flashy. Par contre, Serge le disait très bien tantôt, là, c'est un joueur qui appliquait ce que les entraîneurs lui demandaient de faire. Puis c'est un joueur aussi qui était très efficace dans toutes les facettes du jeu, là, que ce soit sans la rondelle ou avec la rondelle. Là. Donc, c'est un excellent joueur de hockey. Pour moi, je vous remercie. Les 3 invités, c'était vraiment très agréable. Pierre-Yves, est-ce qu'on avait des questions pour Oui, messieurs, on va y aller avec quelques questions qu'on a reçues des participants. Donc, la première est pour Serge. Quelles sont les qualités recherchées pour passer du midget 3 au junior majeur? C'est très simple. On parlait tout à l'heure avec Jesse des qualités centrales, là, que ce soit la passion, le hockey sense, puis le niveau de compétition. Mais en même temps, c'est d'arriver au camp d'entraînement puis de pas... Si vous réussissez à vous tailler une place, je vous ferai remarquer qu'il y a des gars qui viennent comme... on a Fred Janvier chez nous, là, qui était un gars de 9e ronde. On a Nathan Ouellette qui est un gars qui a été invité seulement. Ils sont arrivés au camp et ils ont dit, il y a une job ici, je la veux, je vais apprendre. Puis c'est ce qu'on veut voir de nos joueurs. On veut pas... Oui, c'est normal d'être un peu impressionné, on change de niveau. Puis c'est la même chose pour les joueurs juniors qui vont aller faire des camps pro. Là, ils se retrouvent au Colin
Connor McDavid est là, c'est normal que ce soit impressionnant un peu. Mais en même temps, écoute, je parlais avec Donald Dufresne cette année, qui a connu une grande carrière, même si c'était pas un défenseur offensif comme on a maintenant, mais il a joué, il a joué du très gros gagnant, du très gros hockey gagné à Coupe Stanley avec le Canadien. Puis quand il est rentré là, puis il a vu Larry Robinson, écoute, il shakeait comme une madeleine, là, qu'est-ce que tu veux faire? Puis à un moment donné, le grand Larry est venu le voir, il a mis la main sur l'épaule, puis il a dit, hey, je vais aux toilettes à la même place que toi. Let's go, on joue au hockey. Puis là, et on dirait que ça lui a enlevé une tonne de sur les épaules. Et puis, il a commencé à jouer au hockey. Puis, il a fait le camp. Il a fait l'équipe par la suite. C'est ce genre de vétérans-là qu'on veut voir chez nous. Puis, c'est ce genre d'attitude de jeunes-là qu'on veut voir chez nous. Les jeunes qui vont avoir confiance en ce qu'ils font parce qu'ils travaillent d'arrache-pied puis qui sont très fiers d'être avec l'Océanique puis de porter nos couleurs. Excellent, merci. Prochaine question pour Alexis et Jesse. Quel est le conseil d'entraînement, j'imagine venant d'un entraîneur, que vous avez reçu qui a été le plus utile dans votre carrière de joueur? Je vais te laisser y aller en premier. Ben, moi, justement, il y a un petit, c'est vraiment pas grand-chose, là, mais il y a un petit conseil que je me souviens que c'est Christian qui m'a donné quand j'étais première année midget 3, puis après ça, ça m'a jamais lâché. Il m'avait dit, c'était pendant une pratique, puis je pense qu'on faisait un exercice bien ordinaire, là, puis il était venu à un retour de lancer, puis j'avais juste comme, tu sais, voulu la mettre dedans, mais sans vraiment m'appliquer, puis il était venu me voir, il me dit, là, à chaque fois que tu vas avoir une puck autour du net, ou peu importe, là, c'est 100%, puis il n'y a rien qui va t'arrêter pour la mettre dedans, puis tu sais, je me suis, ça m'avait marqué ce petit conseil-là, c'est pas grand-chose, mais après ça, moi, ça est arrivé qu'à peu près, je pense, 95% de mes buts dans le junior, ou peu importe, là, c'était, comme Serge a dit tantôt, c'était pas des buts spectaculaires, ou peu importe, là, c'était autour du net, puis, tu sais, c'est ce qui m'a permis, je pense, de mettre des points sur le tableau, puis scorer des buts, ça a été en grande partie à cause de ce petit conseil-là, puis dans les pratiques, justement, tu sais, c'est tout le temps 100%, peu importe ce que tu fais, tu trouves une loose puck, tu vas la mettre dedans, là, puis il n'y a rien qui va t'empêcher de la mettre dedans. Rien. Merci. Jesse? Moi, c'est un conseil. Honnêtement, la personne qui me l'avait dit, je ne m'en rappelle pas exactement. Mais c'était pour mon arrivée à mon camp junior. J'étais extrêmement prêt et craqué. J'arrivais d'une invitation, puis j'avais tout approuvé. Puis c'est quelqu'un qui m'avait dit, puis il avait été très, très honnête, puis j'apprécie l'honnêteté, mais il m'avait dit, toi, tu n'es pas assez bon. Tu n'as pas assez de talent pour jouer junior dans un rôle offensif ou d'essayer de jouer une game qui n'est pas la tienne. Ta seule chaise que tu es capable d'aller chercher, ça va être une chaise dans un rôle d'énergie, de déranger l'adversaire, puis d'être fatigant. Puis ça, c'est une chaise que tu es capable d'aller chercher, c'est dans tes forces. Fait que c'était vraiment j'ai compris que puis quand tu es jeune, c'est important d'essayer de travailler toutes les facettes là, que tu es capable de faire parce que c'est dans ton temps de développement. Mais vient aussi un moment où si tu veux te donner le plus d'occasion de réussir, il faut que tu sois honnête avec toi-même puis savoir quelles sont tes forces, puis essayer de devenir le meilleur dans ces forces-là. Donc, moi, à mon arrivée à Val-d'Or, j'ai fait exactement ça. J'ai été, je pense, le joueur le plus détesté, que ce soit même pour moi de la femme au guichet qui regardait les matchs inter-équipe. Pour moi, elle devait dire que j'étais capoté, mais j'avais un but en tête, puis ça, j'ai fait. J'ai dérangé, j'étais physique. Les vétérans, il y a souvent Alexis le saurait, puis Serge aussi est au courant probablement, mais il y a des règles non écrites des fois, puis c'est les plus vieux, tu leur fais attention, puis les 16 ans, tu ne le touches pas trop, puis moi, j'ai pris ce livre-là de loi un petit peu non écrite, puis je l'avais mis de côté, puis j'ai fait ma place, puis Serge a dit un mot sur lui, Fred Janvier, c'est un joueur avec lequel on travaille aussi, puis dans la même optique, j'ai fait ma place, j'ai fait tout ce que je devais faire, mais ça venait du conseil d'être honnête avec mes forces, mes faiblesses, puis d'y aller justement à 100% dans une chaise qui fitait mon identité, puis pas essayer de me donner de fausses interprétations de qui j'étais en tant que joueur. Là, puis je pense que c'est ça le meilleur conseil. Puis des fois, ça fait mal à entendre. C'est pas tout le temps rose, mais les gens qui disent ça, c'est jamais dans une optique de vouloir te blesser. Il faut que les jeunes le comprennent. Les commentaires qui viennent, c'est tout le temps constructif, puis c'est 99,9% pour votre bien. Là. Fait que c'est de faire un peu une visualisation de tout ça, puis prendre les conseils puis les appliquer, parce que c'est souvent des gens qui ont passé exactement par où ce que vous allez aller, puis ils veulent juste votre bien. Fait qu'au final, je pense que c'est important d'écouter ce que les gens peuvent vous dire. Merci, Jesse.
La prochaine question est pour vous trois. Donc, un défenseur doit axer son développement selon quelles caractéristiques? Serge, est-ce que tu veux commencer? Selon quelles caractéristiques? C'est assez large comme question. C'est même pas une question de positionnement pour moi, c'est une question mentale. C'est de compétitionner à chaque présence. On dit tout le temps qu'un défenseur, il faut que ça vende ça cher la livre. Il faut que ça gagne ses combats un contre un. Il faut que ça soit apte à relancer l'attaque rapidement. Il faut que ce soit maintenant capable de joindre l'attaque dans le hockey moderne et puis de voir les deuxièmes vagues d'attaque puis d'être capable de relancer l'attaque. Mais avant tout, un défenseur, là, le mot le dit, ça défend. Si tu ne veux pas te défendre puis tu joues à la défense, va jouer à l'attaque. Parce qu'on a besoin des gars qui vont prendre soin de notre côté défensif. Puis un défenseur, je pense qu'avec le gardien, c'est les remparts contre les buts de l'adversaire. Et puis, il faut se rappeler de ça. Là. Après ça, on peut embarquer sur tous les aspects techniques et tactiques du jeu. Mais une chose est claire pour moi, ça prend un gars qui compétitionne, qui gagne ses combats un contre un, puis qui relance l'attaque rapidement. Excellent. Alexis ou Jesse, voulez-vous renchérir? Vas-y, Alexis. Moi, juste pour enchérir un peu sur ce que Jesse disait tantôt, il a raison, dans le fond, que tu sois défenseur, attaquant, ce qui est important, c'est que tu sois au courant de tu sais quoi tes forces. Oui, tu travailles tes faiblesses, là, mais que tu joues avec tes forces, c'est ça qui va te permettre d'atteindre les plus hauts niveaux, puis c'est ça qui va te permettre, parce que dans un club de hockey, il y a 20 joueurs ou peu importe, mais tu peux avoir 20 joueurs différents, puis tu as besoin de plein de gars différents, puis c'est ça qui fait que justement, tu as des gars pour toutes les situations, puis que tu continues à travailler sur tes forces, c'est ça qui, d'après moi, va t'aider à passer au prochain niveau, là, justement. Puis moi, je suis vraiment de la même optique là, que Serge. En fait, le mot dit comme Serge le dit, puis ça, je le dis aussi pour les familles, parce que des fois, les jeunes le comprennent, des fois, c'est les parents qui peuvent amener une certaine pression à ce niveau-là, là. Mais c'est tellement important de défendre avant de penser à s'appliquer vers l'offensive. Il y a des exemples sont tellement nombreux dans la Ligue nationale de des joueurs qui gagnent leur vie extrêmement bien parce que justement, eux autres, dans leur zone, sont vraiment très, très difficiles à jouer contre. Puis offensivement, souvent, apportent très peu. Mais de défendre avant de penser à aller se porter à l'attaque, puis que ce soit que tu es atome, novice, puis oui, bantam, c'est des choses qui sont tellement importantes parce que c'est tes fondations. Puis si tu es toujours porté à vouloir te lancer vers l'attaque puis vers l'offensive quand c'est pas le temps dans des mauvaises situations puis tu mets ton équipe dans le trouble, ben ça va te nuire beaucoup plus qu'avoir ton année à finir ta saison avec 5-6 buts de plus. Puis ça a l'air sexy puis c'est beau sur ton profil. Là. Mais au final, quand des gens vont venir te voir jouer à l'aréna, ben ils vont tout de suite se rendre compte que tu n'es pas capable de défendre. Puis tu sais, si tu n'es pas capable de défendre, que ce soit rendu au midget 3, au junior ou au pro, quand le niveau de jeu devient très, très rapide, là, les entraîneurs ne seront juste pas confortables de te mettre sur la glace. Donc, ça va finir que tu vas être rayé de l'alignement ou sinon juste retranché. De penser à sa zone en premier, c'est très important. Tu sais, je veux juste revenir sur quelque chose, les gars. Les statistiques là, qui obnubilent tout le temps les joueurs, là, puis des fois les parents, des fois plus encore. Pour moi, les statistiques, c'est juste la poignée de porte qui rentre dans votre univers. Tu sais. Après ça, on commence à creuser pour voir, OK, est-ce qu'il joue bien des deux côtés? Est-il dur à jouer contre? Est-ce qu'il a un bon hockey sense? Est-ce qu'il a une bonne lecture de jeu? Est-ce qu'il compétitionne? Est-ce qu'il reste dans le présent? Est-ce qu'il donne des coups de bâton partout quand il fait une erreur puis revient dans le passé tout le temps alors qu'il ne joue plus au hockey? Est-ce qu'il est affligé par ses erreurs? Tout ça, quel genre d'attitude il a? Quelle personne il est? Donc, tu sais, les statistiques, c'est juste le début de quelque chose pour nous autres qui attire un petit peu notre attention puis qui ça nous met à pelle dans les mains puis après on creuse. Là. Fait que, arrêtez de penser que c'est la seule affaire qui va vous faire jouer au hockey plus haut. C'est même c'est un indice, c'est tout. Après ça, là, ça va beaucoup plus loin que ça. Si tu t'es fié sur mes statistiques de 17 puis 18 ans, je pense pas que j'aurais resté avec toi après ça, Serge. Non, mais avec toi, l'année de 20 ans, 96 points, je me suis fié pas mal là-dessus. Ça veut dire que tu as bien progressé, ça. 100 points dans le junior, c'est quelque chose. OK. Dernière question, messieurs. Encore une fois, pour vous trois, on le sait que le repêchage s'en vient et on espère que tout va bien aller pour qu'il y ait des camps juniors majeurs. De quoi vous attendez-vous des joueurs qui se présentent à un camp LHJMQ, un camp de sélection?
Je vais commencer avec toi, Serge. La compétition. C'est un niveau de compétition puis de confiance. Tu sais, quand on est en haut, puis Christian pourrait corroborer là-dessus, de même qu'Alexis, là, puis Jesse, moi, quand je suis en haut et j'évalue les joueurs sur la glace, je cherche des gars en contrôle. Je cherche à voir des gars qui sont dans leur élément. Puis leur âge, je n'ai rien à voir là-dedans. Je veux voir qu'ils soient invités, première ronde, 8e ronde. Je veux voir, il est-tu en train de me dire qu'il est à la bonne place, lui-là? Puis tu me dis ça avec des belles passes, des belles relances, un bon positionnement, de l'ardeur dans ton jeu. Mais tu me le dis aussi pour comment tu interviens avec tes. Tu sais, il y a des gars que tu connais pas. Mon hockey, on ne connaît personne. Tu rentres dans une chambre de hockey, puis après la game, on est tous chums. Là. Fait que des coups de hockey, c'est les pads, on est pour compétitionner, on travaille contre l'autre bord. C'est toutes des choses qu'on regarde, nous autres. Le gars qui donne des coups de bâton sur la glace parce qu'il a raté une passe, qui donne un coup de bâton sur la bande en rentrant au banc parce que, ou qui étire ses chiffres, qui ne comprend pas que la qualité de son jeu passe par l'intensité, donc des présences courtes. C'est tout ça qu'on regarde, mais le contrôle de ce qu'il est en train de faire. Il dit, hey coach, regarde là, je sais ce que j'ai à faire pour te montrer que je suis capable de le faire. C'est ça qu'on veut voir d'entrée de jeu, en tout cas pour ma part. Alexis? Exact. Puis, tu sais, quand tu arrives dans un camp d'entraînement, je pense que c'est important, justement, que tu montres ce que t'es qui, toi, comme joueur de hockey. Essaye pas de faire des choses que tu n'as jamais faites par le passé. Essaye pas de changer ta game pour plaire à telle personne ou peu importe. Oui, c'est important que tu restes dans tes forces, que tu montres un niveau de compétition élevé, que, justement, comme Serge dit, que tu sois invité au choix de première ronde. Quand tu es sur la glace, là, il n'y a plus d'étiquette, puis tu es là pour faire ta place, mais c'est ça, que tu restes dans ce que toi, tu es capable de faire, puis que tu montres que tu es capable de très bien le faire aussi. Jesse? Moi, je dirais que surtout les plus jeunes, des fois, les 15 ans, ont un petit peu plus de temps parce que le secondaire commence normalement plus tard. Là. Mais la première impression est extrêmement importante. Tu n'as pas énormément de temps pour te faire valoir. Là, fait que, c'est même avant même la première pratique, je pense que les dépisteurs sont ceux qui t'ont vu énormément jouer pendant une saison. Mais que ce soit le staff, la plupart du temps, le coach, le GM, l'assistant GM, tous ces gens-là qui font partie là, du day-to-day là, dans le monde de l'équipe, eux autres t'ont pas nécessairement parlé beaucoup ou connu. Fait que, dès à ton arrivée, tu débarques de l'autobus, tu as ta poche de hockey, bien, aussitôt que tu rencontres l'organisation, des fans, peu importe qui a un lien avec l'organisation, c'est de montrer que tu es là pour rester. Puis aussitôt que les premières pratiques se mettent en branle, de vivre le moment présent, mais de t'assurer que tu es prêt dès que ça commence. Parce que souvent, tu n'as pas toujours 3, 4, 5 jours là, pour commencer à dire bon, ben je commence à me sentir inconfortable, puis maintenant je me sens prêt. Là, dès le début, il faut que tu sois capable de montrer ce que tu es capable de faire. Puis c'est souvent là aussi que tu es capable un petit peu de brouiller les cartes. Parce que il y a jamais les dés sont jamais pipés à l'avance, puis les choix sont jamais faits à l'avance, mais reste que chaque organisation connaît un petit peu quand même son depth chart. Donc, quand tu es capable, d'en partant, brouiller un petit peu certaines cartes ou certaines décisions, bien, c'est à ton avantage. Puis après ça te donne peut-être plus de chances d'avoir du succès ou ça augmente tes chances de faire partie de l'alignement partant. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Serge, Alexis, Jesse, Christian, merci beaucoup de votre temps. Ça a été une très belle après-midi, des bonnes discussions, vraiment intéressant. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié. Puis, on vous annonce déjà que la semaine prochaine, on va répéter la formule. Donc, il va y avoir 3 conférences des Albatros la semaine prochaine. L'annonce précise des conférences va se faire via les réseaux sociaux d'ici la fin de la journée. Donc, on vous invite d'être à l'affût et d'aller vous inscrire. Donc, encore une fois, merci à tous. Bonne fin de journée. On se dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.